Vie des 12 Césars suétone. Caius Caligula. Chapitre 1. Exploit et mort de Germanicus, père de Caligula. Germanicus, père de ces Césars et fils de Drusus et de la plus jeune Antonia, fut adopté par Tibère, son oncle paternel. Il exerça la questure 5 ans avant l'âge exigé par les lois, et le consulat immédiatement après. Envoyé en Germanie pour y prendre le commandement de l'armée, il contint, avec autant d'énergie que de fidélité, toutes les légions, qui, à la première nouvelle de la mort d'Auguste, refusaient obstinément de reconnaître Tibère pour empereur, et lui déférait à lui-même le gouvernement de l'État. Il vainquit ensuite l'ennemi, et revint triompher à Rome. On le créa consul pour la seconde fois, mais avant que d'entrer en charge, il fut, pour ainsi dire, chassé de Rome par Tibère, qui l'envoya pacifier l'Orient. Après avoir vaincu le roi d'Arménie et réduit la Cappadoce en province romaine, il mourut à Antioche, à l'âge de 34 ans, d'une maladie de langueur, qui donna lieu à des soupçons d'empoisonnement. En effet, outre les taches livides qu'il avait sur tout le corps et l'écume qui lui sortait de la bouche, on remarqua, lorsqu'il fut brûlé, que son cœur était resté intact. Or, l'on croit communément que le cœur imprégné de poison résiste à l'action du feu. Chapitre 2. Il périt victime de la haine de Tibère et de Pison. On attribua sa mort à la haine secrète de Tibère et à l'active complicité de Cn Pison. Ce Pison investi vers le même temps du gouvernement de la Syrie, se croyait, disait-il, obligé, par une impérieuse nécessité, d'être l'ennemi du père ou du fils. Il ne cessa de faire endurer à Germanicus, même pendant sa maladie, les plus sanglants outrages, par ses discours et par sa conduite. Aussi, à son retour à Rome, pensa-t-il être mis en pièces par le peuple et il fut condamné à mort par le Sénat. Chapitre 3. Son portrait, ses vertus, ses talents, sa modération. Germanicus possédait, on le sait, tous les avantages du corps, toutes les qualités de l'âme, à un degré où personne ne les eut jamais. Une valeur et une beauté singulières, une grande supériorité d'éloquence et de savoir dans les 2 langues, une admirable bonté d'âme et, avec, une rare envie de plaire et d'être aimé, de merveilleux talents pour y réussir. Le seul défaut qui dépara sa beauté était d'avoir les jambes un peu grêles, mais il les corrigea par l'habitude de monter à cheval après ses repas. Il attaqua corps à corps et tua sa main nombre d'ennemis. Il plaida des causes, même après son triomphe. Entre autres monuments de ses études, il nous a laissé des comédies grecques. Il était également affable dans la vie publique et dans la vie privée. Il entrait, sans licteur, dans les villes libres et alliées de Rome. Voyait-il quelque part le tombeau d'un grand homme, il y offrait des sacrifices à ses mânes. Voulant réunir à même sépulcre et les ossements, depuis longtemps dispersés, des soldats égorgés dans la défaite de Verus. Il les recueillit de sa main et les y porta lui-même. Il n'opposait à ses détracteurs, quelle que fussent la cause et la violence de leur inimitié, que la douceur et la modération. Pison avait cessé ses décrets et maltraité ses clients. Il ne lui témoigna enfin de ressentiment que quand il le vit employer ainsi contre lui des maléfices et des sacrilèges et des sortilèges. Et alors même il se contenta de renoncer publiquement à son amitié, selon l'ancienne coutume, et de confier aux siens sa vengeance s'il lui arrivait malheur. Chapitre 4. Sa popularité. Il recueillit le plus beau fruit de tant de vertus, et inspira une telle estime, un tel amour à ses proches qu'Auguste, sans parler des autres, balança longtemps s'il ne le choisirait pas pour son successeur, et le fit adopter par Tibère. Il jouissait aussi à un tel point de la faveur populaire que, selon le témoignage de la plupart des auteurs, la foule immense qui, à son arrivée ou à son départ, se précipitait à sa rencontre ou à sa suite, lui fit courir plus d'une fois risque de la vie. Quand il revint de Germanie, après y avoir apaisé les séditions,
Toutes les cohortes prétoriennes allèrent au-devant de lui, quoique cet ordre n'eût été donné qu'à 2 d'entre elles. Et les habitants, de tout sexe, de tout âge, de toute condition, se répandirent sur sa route jusqu'à 20 000 de Rome. Chapitre 5. Douleur universelle causée par sa mort. Mais des témoignages d'affection plus grands encore et plus énergiques éclatèrent à sa mort, et longtemps après. Le jour où il cessa de vivre, on lança des pierres contre les temples, on renversa les autels des dieux. Quelques citoyens jetèrent dans la rue leurs dieux là, ou exposèrent leurs enfants nouvellement nés. On dit même que les barbares, alors en guerre contre nous ou entre eux, consentirent comme dans un deuil universel à une suspension d'armes, que quelques princes, en signe d'une profonde douleur, se coupèrent la barbe, et firent raser la tête de leurs femmes, enfin que le roi des rois s'abstint de la chasse et n'admit point les grands à sa table, ce qui, chez les Parthes, équivaut à l'arrêt des affaires parmi nous. Chapitre 6. Marque de deuil à Rome. À Rome, la population, consternée et perdue à la première nouvelle de sa maladie, attendait avec anxiété d'autres courriers. Tout à coup, vers le soir, le bruit se répandit. On ne sait comment que Germanicus était rétabli. Alors on court de tout parti au Capitole avec des flambeaux et des victimes. On brise, ou peu s'en faut, les portes du temple, dans l'impatience d'offrir aux dieux des actions de grâce. Tibère, endormi, est réveillé par les cris de joie en dehors et par des voix qui chantaient « Rome est sauvée! La patrie est sauvée! Germanicus est sauvé !» Mais lorsque sa mort fut devenue certaine, aucune consolation, aucun édit ne put mettre de borne à la douleur publique. Elle dura même pendant les fêtes du mois de décembre. Les abominations des temps qui suivirent ajoutèrent encore à sa gloire et au regret de sa perte. Tout le monde étant persuadé, avec raison, que le respect et la crainte où il tenait Tibère servaient de frein à sa cruauté, qui, en effet, ne tarda pas à éclater. Chapitre 7. Mariage et enfant de Germanicus. Germanicus avait épousé Agrippine, fille de M. Agrippa et de Julie. Elles lui ont eu 9 enfants, dont 2 moururent au bas âge et un 3e au sortir de l'enfance. Ce dernier était déjà plein d'agréments. Livie consacra sa statue, habillée en Cupidon, dans le temple de Vénus, au Capitole. Auguste avait son portrait dans sa chambre, au Capitole. Auguste avait son portrait dans sa chambre et le baisait chaque fois qu'il y entrait. Les autres survécurent à leur père, savoir 3 filles, Agrippine, Drusilla et Livia. Nés dans l'espace de 3 ans consécutifs et 3 garçons, Néron, Drusus et César. Néron et Drusus furent déclarés ennemis publics par le Sénat sur l'accusation de Tibère. Chapitre 8. Opinions diverses sur le lieu où naquit Caligula. César naquit la veille des calendes de septembre, sous le consulat de son père et de ses Fonteius Capitaux. Il existe une grande diversité d'opinions quant au lieu où il est né. Cn. Lentulus Getulicus prétend que c'est à Tibur. Plinius Secundus chez les Trévires, dans le village d'Ambitarvius, au-dessus de Coblentz. Et il ajoute, pour preuve que l'on y montre encore des autels avec cette inscription « Aux couches d'Agrippine ». Des vers publiés au commencement de son règne le font naître au milieu des légions, pendant les quartiers d'hiver. Né dans le camp, élevé dans l'armée de son père, il laissa déjà présager qu'il était destiné au pouvoir. De mon côté, je trouve dans le journal du peuple qu'il vit le jour d'Antium. Pline reproche à Getulicus d'avoir commis par adulation un mensonge qui devait flatter la vanité d'un jeune et glorieux empereur, en lui donnant pour berceau une ville consacrée à Hercule. Il prétend que ce qui lit
l'enhardit à ce mensonge imprudent, c'est qu'environ 1 an avant la naissance de Caligula, Tibur avait vu naître un fils de Germanicus, nommé aussi César. Celui dont nous avons rappelé l'aimable enfance et la mort prématurée. Mais Pline est, à son tour, réfuté par les dates, car ceux qui ont écrit l'histoire d'Auguste s'accordent à dire que Germanicus ne lui fut envoyé en Gaule qu'après son consulat, Caius étant déjà né. L'inscription dont parle Pline ne prouve rien, non plus en faveur de son opinion, puisque Agrippine mit au monde 2 filles, dans le pays où l'on voit ces autels et que le mot puerperium s'applique à tout accouchement, sans distinction du sexe de l'enfant. Nos pères ayant souvent appelé les filles pueras, comme les garçons puellos. On possède aussi une lettre d'Auguste, écrite peu de mois avant sa mort, à sa petite fille, Agrippine, concernant notre Caius, car il n'existait plus alors d'autres enfants de ce nom. Je suis convenu hier, avec Talarius et Acelius, qu'ils partiront, s'il plaît au Dieu, le 15 des calendes de juin, pour vous conduire le petit Caius. J'envoie aussi avec lui un médecin de ma maison, et j'écris à Germanicus de le garder s'il veut. Portez-vous bien, ma chère Agrippine, et tâchez d'arriver en bonne santé auprès de votre mari. Cette lettre indique suffisamment, ça me semble, que Caius n'a pu naître à l'armée, puisqu'il avait près de 2 ans lorsqu'il fut envoyé à Rome. C'est aussi une raison de n'ajouter aucune foi au vers que j'ai cité, d'autant plus que l'auteur en est inconnu. Il faut donc s'en tenir l'autorité des actes publics, qui demeure seule au milieu de ces incertitudes. On sait d'ailleurs que Caius préféra Antium à toutes ses autres retraites, qu'il l'aima toujours comme on aime le lieu de sa naissance. On dit même, dégoûté de Rome, il eut dessein d'y transporter le siège de l'Empire. Chapitre 9. Il inspire une grande affection aux soldats. Le surnom de Caligula était un sobriquet militaire, parce qu'il était élevé au milieu des soldats et portait leur tenue. Les soldats, pour l'avoir vu ainsi grandir et élevé parmi eux, lui portaient un attachement incroyable. On en eut surtout une preuve après la mort d'Auguste, lorsque sa seule présence apaisa la fureur des troupes séditieuses. Elles ne s'adoucirent en effet que quand elles s'aperçurent qu'on voulait éloigner du dangereux théâtre de la sédition et l'emmener sur le territoire de la cité la plus proche. Cédant au repentir, elles se précipitèrent au devant de sa voiture, qu'elles arrêtèrent en demandant avec instance qu'on leur épargnât cette flétrissure. Chapitre 10. Sa jeunesse, sa dissimulation. Il accompagna aussi son père dans l'expédition de Syrie. À son retour, il demeura d'abord dans la maison de sa mère, et quand il fut exilé, dans celle de Livia Augusta, sa bisaïeule, dont il prononça l'éloge funèbre à la tribune aux harangues, ayant encore la robe prétexte. Il passa ensuite auprès de son aïeule Antonia. À 19 ans, il fut appelé à Caprée par Tibère, qui, dans un seul et même jour, lui fit prendre la toge et couper la barbe, sans lui accorder aucune des distinctions dont il avait marqué le début de ses frères dans la vie publique. On but à toutes sortes de pièges et aux perfides instigations de ceux qui cherchaient à lui arracher des plaintes. Il ne donna aucun prétexte à la malignité. On eût dit qu'il ignorait le sort malheureux de sa famille, comme s'il n'était rien arrivé à chacun de ses membres. Ses propres affronts, il les dévorait avec une incroyable force de dissimulation, et il avait pour Tibère et pour ceux qui l'entouraient des recherches de complaisance qui ont fait dire avec raison qu'il n'y eut jamais de meilleur esclave ni de plus mauvais maître. Chapitre 11. Ses inclinations basses et cruelles. Toutefois, dès ce temps-là même, il ne pouvait cacher ses inclinations basses et cruelles. Un de ses plus grands plaisirs était d'assister aux tortures et aux derniers supplices des condamnés. La nuit, il courait les mauvais lieux et les adultères, enveloppé d'un long manteau et la tête cachée sous de faux cheveux. Il était surtout passionné pour la danse théâtrale et pour le chant. Tibère ne contrariait pas ses goûts, qui pouvaient, pensait-il, adoucir son naturel féroce.
Le pénétrant vieillard, avec si bien approfondi ce caractère qu'il disait souvent « Je laisse vivre Caius pour son malheur et pour celui de tous. » Ou bien « J'élève un serpent pour le peuple romain et un autre phaéton pour l'univers. » Chapitre 12. Il est soupçonné d'avoir fait périr Tibère. Peu de temps après, Caius épousa Junia Claudia, fille de M. Silanus, d'une des plus nobles familles de Rome. Il fut ensuite désigné augure à la place de son frère Drusus, et avant même d'être investi de ses fonctions, il passa, par une éclatante faveur, au pontificat. Tibère qui ne voyait dans la maison impériale, déserte et ravagée, d'autre appui que Caius, et dans ses gens qu'un ministre suspect, qu'un ennemi dont il ne tarda pas à se défaire, éprouvait ainsi le caractère de l'attachement de son petit-fils, qu'il approchait de l'espoir de sa succession par degrés. Pour le rendre plus sûr, Caius, qui venait de perdre Junia, morte en couche, rechercha les faveurs d'Ennia Nevia, femme de Macron, chef des cohortes prétoriennes, lui permettant de l'épouser quand il serait maître de l'Empire. Il s'y engagea même par serment et par écrit. Dès qu'il eut, par elle, gagné Macron, il n'hésita plus, à ce que prétendent quelques auteurs, à empoisonner Tibère. Celui-ci respirait encore lorsque Caius lui ôta son anneau. Et comme le moribond paraissait vouloir le garder jusqu'à la fin, il fit jeter sur lui un oreiller, ou même il l'étrangla de ses mains. Un affranchi, à qui cette atrocité arracha un cri, fut aussitôt mis en croix. Ce récit paraît d'autant plus vraisemblable que, selon quelques historiens, Caligula lui-même se vanta plus tard, sinon d'avoir commis ce parricide, du moins d'en avoir eu la pensée. Souvent, en effet, on l'entendit se glorifier quand il exaltait son attachement pour sa famille. D'être entré, un poignard à la main, dans la chambre de Tibère endormi, pour venger la mort de sa mère et de ses frères. Mais la pitié, ajoutait-il, l'avait retenu. Il avait jeté son arme et s'était retiré, sans que Tibère, qui s'en était aperçu, osât faire aucune enquête ou le punir. Chapitre 13. Tous les vœux l'appellent à l'Empire. Il arriva aussi à l'Empire où l'appelaient les vœux du peuple romain, je dirais même du monde entier. Cher aux provinces et aux armées, qu'il avait vu enfant, cher aux habitants de Rome, qui aimaient en lui le fils de Germanicus et le dernier rejeton d'une famille infortunée. Aussi, après être parti de Misène, et quoiqu'il suivît en costume de deuil le convoi de Tibère, il continua sa marche au milieu d'autels ornés de fleurs, de victimes déjà parées, de torches ardentes et des cris de joie d'une foule immense, qui était venue à sa rencontre lui prodiguer les plus tendres noms, chacun l'appelant son astre, son enfant, son nourrisson, son élève. Chapitre 14. Il est proclamé empereur. À peine fut-il entré dans Rome que, du consentement unanime du Sénat et du peuple qui s'était jeté dans l'assemblée, il fut reconnu seul arbitre et seul maître de l'État, au mépris du testament de Tibère, qui lui avait donné pour cohéritier son autre petit-fils, encore enfant. La joie publique fut telle qu'en moins de 3 mois on égorgea, dit-on, plus de 160 000 victimes. Peu de jours après, Caius était allé visiter les îles proches de la Campanie. On fit des vœux publics pour son retour, tant l'on saisissait avec empressement le moindre occasion de lui témoigner l'intérêt, plein de sollicitude que l'on prenait à sa conservation. Il tomba malade vers le même temps. Tout le monde passa les nuits autour de son palais. Et il se trouva des Romains qui, pour prix de son rétablissement, firent vœu de combattre dans l'arène et de s'immoler aux dieux comme victime expiatoire en lui proclamant par une affiche. À cet immense amour des citoyens se joignit l'éclatante faveur des étrangers même. Le roi des Parthes, Artabon,
qui n'avait jamais dissimulé sa haine et son mépris pour Tibère, demanda l'amitié de Caius. Il eut, dans ce but, une entrevue avec un lieutenant consulaire, et, traversant l'Euphrate, il rendit un culte volontaire aux aigles romaines et aux images de César. Chapitre 15. Honneur qu'il affecte de rendre à sa famille. Il existait cet amour des peuples par tous les moyens de popularité. Après avoir prononcé à la tribune, non sans verser bien des larmes, l'éloge funèbre de Tibère, et lui avoir fait de magnifiques funérailles. Il partit aussitôt pour les îles Pandateria et Pontia, où il allait recueillir les cendres de sa mère et de son frère, et, par un temps affreux, pour faire mieux éclater ce pieux empressement. Il aborda ces cendres avec de grandes marques de respect. Il les mit lui-même dans les urnes. Elle les accompagna jusqu'à Ostie avec les mêmes ostentations de douleur, sur une galère à 2 rangs de rames, un grand étendard à la poupe. De là, il les porta par le Tibre jusqu'à Rome, où elles furent reçues par les plus distingués de l'ordre équestre. Placées sur 2 civières et déposées en plein jour dans le mausolée. Il institua pour elle des cérémonies funèbres annuelles, et de plus, pour sa mère, des jeux dans le cirque, où son image devait être promenée solennellement sur un char comme celle des dieux. En mémoire de son père, il appela Germanicus le mois de septembre. Il fit ensuite décerner à son aïeule Antonia, pour un même senatus consulte, tous les honneurs accordés en différents temps à Livia Augusta. Il se donna pour collègue, dans le consulat, Claude, son oncle paternel, qui était resté simple chevalier romain. Il adopta Tibère, son cousin, le jour où celle-ci prit la toge virile, et lui donna le titre de prince de la jeunesse. Quant à ses sœurs, il voulut qu'on l'en ajoutât cette formule à toutes les serments. Je n'aimerai ni moi ni mes enfants plus que je n'aime Caius et ses sœurs. Elle s'essit dans les rapports des consuls pour le bonheur et la prospérité de ses Césars et de ses sœurs. Toujours avide de popularité, il réhabilita les condamnés et les bannis, et il arrêta toutes les poursuites antérieures à son avènement. Il fit porter dans le forum toutes les mémoires relatives au procès fait à sa mère et ses frères, et après avoir attesté publiquement les dieux qu'il n'avait ni lu ni même touché une seule de ces pièces, il les brûla toutes pour qu'il ne restât de sujet de crainte à aucun délateur, à aucun témoin. Il refusa un jour de recevoir un écrit qu'on lui présentait comme intéressant sa vie. Il répondit qu'il n'avait rien fait qui pût lui attirer la haine de qui que ce fût. Et il protesta qu'il n'avait point d'oreille pour les délateurs. Chapitre 16. Il augmente par tous les moyens sa popularité. Il bannit de Rome les inventeurs de débauches monstrueuses, et l'en eut même beaucoup de peine à empêcher qu'il ne fît noyer dans la mer. Il fit rechercher les ouvrages de Titus Labienus, de Cordius Cremutius et de Cassius Sévère, que le Sénat avait supprimés, et il en permit la copie et la lecture, se disant intéressé lui-même à ce que l'histoire fût fidèlement écrite. Il publia les comptes de l'Empire, usage introduit par Auguste et dédaigné par Tibère. Il donna aux magistrats une juridiction libre, indépendante, de tout appel à sa personne. Il fit la revue des chevaliers romains avec beaucoup soin et une sévérité qui n'excluait pas la modération. Il ôta publiquement leur cheval à ceux qui furent convaincus de quelque bassesse ou de quelque ignominie. Et il se contenta d'omettre, dans l'appel, les noms de ceux qui l'avaient commis de moindres fautes. Afin de soulager les juges dans leurs travaux, il ajouta une 5e d'écurie aux 4 premiers. Il essaya aussi de rétablir l'usage des comices et de rendre au peuple le droit de suffrage. Il acquitta fidèlement et sans remise les legs portés au testament de Tibère, quoique l'on eût cassé, et même ceux du testament de Julia Augusta, que ce prince avait déclaré nuls.
Il fit remise à l'Italie de l'impôt d'un demi% sur la vente aux enchères. Il indemnisa de leur perte beaucoup d'incendiés. En restituant des royaumes à leurs possesseurs, il y joignit le produit intégral des revenus et des impôts perçus pendant le temps de l'usurpation, comme il rendit à Antiochus de Commagène une confiscation de 100 millions de sesterces. Afin de paraître encourager toutes les vertus, il fit don de 800 000 sesterces à une affranchie, à qui les plus cruelles tortures n'avaient pu arracher un seul mot sur un crime imputé à son patron. Cette conduite lui fit décerner, entre autres distinctions, un bouclier d'or que, tous les ans, à un certain jour, les collèges de prêtres devaient porter au Capitole, suivi de tout le Sénat et de la jeune noblesse des deux sexes chantant des vers à sa louange. On décréta aussi que le jour de son avènement à l'Empire serait appelé Palilies, comme étant la date d'une nouvelle fondation de Rome. Chapitre 17. Ses consulats, ses largesses au peuple. Il exerça 4 fois les fonctions de consul. La première fois à partir des calendes de juillet et pendant 2 mois. La seconde depuis les calendes de janvier, pendant 30 jours, jusqu'au 7 des ides du même mois. Les 2 derniers consulats furent consécutifs. Il commença, le 3e à Lyon, et sans collègue, non par orgueil ou par indifférence, comme on l'a dit, mais parce que absent de Rome. Il ignorait que son collègue fut mort vers le jour des calendes. Il donna 2 fois au peuple un congière de 300 sesterces par tête, et aux sénateurs ainsi qu'aux chevaliers un repas des plus somptueux, auquel furent aussi conviés leurs femmes et leurs enfants. Dans le dernier de ces festins, il fit distribuer aux hommes des vêtements pour le forum, et des bandelettes de pourpre aux enfants et aux femmes. Pour augmenter à jamais la durée des réjouissances publiques aux fêtes des Saturnales, il y ajouta un jour, et le nomma le jour de la jeunesse. Chapitre 18. Ses spectacles. Il donna plusieurs fois des combats de gladiateurs, les uns dans l'amphithéâtre de Taurus, les autres dans l'enceinte des élections. Et il y fit paraître des troupes de lutteurs d'Afrique et de compagnie, choisis parmi les plus fameux de ces 2 pays. Quand il ne présidait pas lui-même à ces spectacles, il chargeait de ce soin les magistrats ou ses amis. Il donna aussi des jeux scéniques en grand nombre et fort variés et en beaucoup d'endroits, quelquefois même pendant la nuit, à la lueur d'une immense quantité de flambeaux. Il envoya aux spectateurs des présents de toutes sortes, et jusqu'à des corbeilles remplies de pain et de viande pour chaque personne. Voyant un jour, en face de lui, dans un de ces impromptus, un chevalier romain qui mangeait sa part avec beaucoup d'appétit et de gaieté, il lui fit passer la sienne, et, avisant plus loin un sénateur, digne émule du chevalier, il lui fit tenir un billet qui le nommait prêteur extraordinaire. Les jeux qu'il donna dans le cirque durèrent quelquefois depuis le matin jusqu'au soir, ayant pour intermède tantôt une chasse d'animaux africains, tantôt une course troyenne. Quelques-uns de ces spectacles furent surtout remarquables en ce que l'arène était parsemée de vermillons et de chrysocales, et qu'il n'y avait que des sénateurs qui conduisissent les chars. D'autres, enfin, furent donnés subitement comme le jour où, examinant, à partir de la maison gélotienne, des apprêts commençaient dans le cirque. Il accueillit la demande que lui en faisaient quelques personnes du haut des balcons voisins. Chapitre 19. Il jette un pont sur le golfe de Baie. Il inventa en outre un genre de spectacle qui surpassa tout ce qu'on avait vu. Il fit élever sur la mer, entre Baie et le digue de Pouzol, dans un espace d'environ 3100 pas, un pont formé d'un double rang de bâtiments de transport amenés de toutes les mers, fixés par les ancres et recouverts d'une chaussée dans la mer, rappelée la voie appienne.
2 jours durant, il ne fit que passer et repasser sur ce pont. Le premier jour, sur un cheval magnifiquement harnaché, une couronne de chêne sur la tête, un bouclier d'une main, un glaive de l'autre, et sur les épaules, une chlamyde de toute brodée d'or. Le lendemain, en costume de cocher, sur un char qui traînait 2 chevaux les plus renommés. Il était alors précédé du jeune Darius, l'un des otages des Parthes, et suivi de sa garde prétorienne, et de ses amis montés sur des chariots. Les uns ont pensé qu'il n'avait imaginé ce pont qu'afin d'égaler Xerxès, qu'il avait été si admiré pour en avoir jeté un sur le détroit de l'Hellespont, beaucoup moins large que celui de Baie. Les autres qu'il avait voulu effrayer par la renommée de quelques gigantesques entreprises. La Germanie et la Bretagne, où il menaçait d'aller porter la guerre. Je sais tout cela. Mais, étant encore enfant, j'ai ouï dire à mon aïeul que la seule raison de cet ouvrage révélé par les serviteurs intimes du palais était que le mathématicien Thrasyllus, voyant Tibère hésiter sur le choix de son successeur et pencher pour le petit-fils issu de lui, avait affirmé que Caius ne serait pas plus empereur qu'il ne traverserait à cheval le golfe de Baie. Chapitre 20. Ces spectacles dans les provinces où il fonde aussi des concours. Il donna aussi des spectacles hors de l'Italie, notamment des jeux urbains, en Sicilie, à Syracuse, et des jeux de toute espèce à Lyon, dans la Gaule. Il y fonda même des concours d'éloquence grecque et latine, où les vaincus étaient, dit-on, obligés de couronner eux-mêmes les vainqueurs et de chanter leurs louanges. Quant à ceux dont les compositions étaient jugées les plus mauvaises, il devait les effacer avec une éponge ou même avec la langue, s'il n'aimait mieux être battu à coups de férule ou jeté dans le fleuve le plus voisin. Chapitre 21. Ses constructions, ses projets. Il acheva les monuments que Tibère avait laissés imparfaits. Le temple d'Auguste et le théâtre de Pompée. Il commença un aqueduc auprès de Tibur et un amphithéâtre près de l'enceinte des élections. Construction dont la première fut terminée par Claude, son successeur, qui négligea l'autre. À Syracuse, les murs de la ville et les temples des dieux, tombés en ruine, furent relevés par ses ordres. Il eut aussi le projet de reconstruire le palais de Polycrate à Samos, d'achever à Milet le temple d'Apollon Didymène, de bâtir une ville au sommet des Alpes, mais, avant tout, de percer l'isthme d'Achaïe. Et il avait déjà envoyé un centurion pilaire en prendre exactement les dimensions. Chapitre 22. Son orgueil, il se fait Dieu. J'ai parlé jusqu'ici d'un prince. Je vais maintenant parler d'un monstre. Il s'était fait appeler le pieux l'enfant des camps, le père des armées, le très bon et très grand César. Entendant un jour plusieurs rois qui étaient venus à Rome pour lui rendre leur devoir, se disputaient entre eux à sa table sur la noblesse de leur origine, il s'écria en grec qu'il n'y ait qu'un seul maître, qu'un seul roi. Peu s'en fallut aussi qu'il ne prit sur le champ le diadème, et ne substitua à l'apparence du principat l'image de la royauté. Mais on lui représenta qu'il était lui-même au-dessus de tous les princes et de tous les rois de la terre, et il commença dès lors à s'attribuer la majesté divine. Il fit venir de la Grèce les statues des dieux les plus fameuses par l'excellence du travail ou par le respect des peuples, entre autres celles de Jupiter olympien, et, leur enlevant la tête, il y substitua la sienne. Il fit prolonger jusqu'au forum une aile de son palais, et transformait le temple de Castor et de Pollux en un vestibule où il venait souvent s'asseoir entre les deux frères, et s'offrir aux adorations de la foule. Quelques-uns le saluèrent du titre de Jupiter latin. Il eut aussi, pour sa divinité, un temple particulier des prêtres et les victimes les plus rares. On voyait dans ce temple sa statue en or, qui lui ressemblait beaucoup, et que tous les jours on habitait comme lui, qu'on habillait comme lui.
Les plus riches citoyens se disputaient avec acharnement les fonctions de ce sacerdoce, objet de toute leur ambition. Les victimes immolées à ce dieu étaient des phénicoptères, des parons, des coqs de bruyère, des poules de Numidie, des pintades et des faisans. Et il y avait pour chaque jour une espèce différente. La nuit, il invitait la lune, quand elle était dans son plein et dans tout son éclat, à venir recevoir ses embrassements et partager sa couche. Le jour, il avait des entretiens secrets avec Jupiter Capitolin. Il lui parlait tantôt à l'oreille, et ensuite lui présentait la sienne. Tantôt, à haute voix, et même d'un ton arrogant. On l'entendit une fois lui dire avec menace « Enlève-moi ou je t'enlèverai ». Mais s'étant, comme il disait, laissé fléchir, ayant reçu de Jupiter l'invitation proposant d'aller demeurer près de lui, il fit construire un pont par-dessus le temple du divin Auguste, entre le mont Palatin et le Capitole. Plus tard, afin d'en être encore plus voisin, il fit jeter sur la place même du Capitole les fondamentaux d'un nouveau palais. Chapitre 23. Ses attentats contre sa famille. Il ne voulait pas qu'on le crût ni qu'on l'appelât petit-fils d'Agrippa, dont la naissance lui paraissait trop basse. Et il entrait en courroux lorsque, dans un discours ou dans des vers, on le mettait en rang des ancêtres des Césars. Il se vantait que sa mère était née d'un inceste d'Auguste avec sa fille Julie. Et non content de diffamer ainsi Auguste, il défendit de célébrer par des fêtes solennelles les victoires d'Actium et de Sicile, comme ayant été funestes et désastreuses pour le peuple romain. Il appelait sa biaïeule Livie un Ulysse en robe. Et dans une lettre au Sénat, il osa rabaisser sa naissance, alléguant que son aïeul maternel n'était qu'un décurion de Fandie, tandis qu'il est prouvé par les actes publics qu'Aufidius Lurcon, cet aïeul, remplit à Rome de hautes fonctions. Il refusa un jour une conversation particulière à son aïeul Antonia, et il voulut que le préfet Macron fût présent. C'est par de tels dégoûts et de pareilles indignités qu'il fit mourir, si même il ne lui donna pas, comme on l'a dit, du poison. Il ne lui rendit après sa mort aucun honneur, et il regarda tranquillement de sa table les flammes du bûcher. Il envoya un tribun des soldats tuer à l'improviste son cousin Tibère, et il obligea son beau-père, Silanus, à se couper la gorge avec un rasoir. Il prétendait que le second avait refusé de le suivre sur une mer orageuse, dans l'espoir de s'emparer de Rome, s'il venait à périr dans une tempête, et que le premier avait respiré un antidote pour se prémunir contre ses tentatives d'empoisonnement. Mais Silanus avait voulu éviter les ennuis de la navigation et les désagréments de la mer, dont il souffrait beaucoup, et Tibère n'avait fait qu'user d'un remède connu contre une toux opiniâtre et invétérée. Quant à Claude, son oncle, il ne l'épargna que pour en faire son jouet. Chapitre 24. Son commerce criminel avec ses sœurs. Il eut un commerce criminel et suivi avec toutes ses sœurs. Et à table, il les faisait placer tour à tour au-dessous de lui sur son lit, tandis que sa femme était installée au-dessus de lui. On croit qu'il portait encore la prétexte lorsqu'il ravit la virginité à Drusilla. Et il fut un jour surpris dans ses bras par son aïeule Antonia, chez laquelle ils étaient élevés tous deux. On la maria ensuite au consulaire Lucius Cassius Longinus, mais Caius la lui enleva et la traita publiquement comme son épouse légitime. Dans une maladie qu'il fit, il l'institua héritière de ses biens et de l'Empire. Lorsqu'elle mourut, il fit interrompre toutes les affaires. Et ce fut pendant cette période un crime capital d'avoir ri, de s'être baigné, d'avoir soupé avec ses parents.
ou avec sa femme et ses enfants. Comme égaré par la douleur, il échappa, une nuit de Rome, traversa en courant la compagnie, et gagna Syracuse, d'où il revint tout aussi brusquement, la barbe et les cheveux démesurément longs. Dans la suite, il ne jura jamais que par la divinité de Drusilla, même dans les plus grandes circonstances et en parlant au peuple ou aux soldats. Il n'eut pour ses autres sœurs ni la même passion ni les mêmes égards, et il les prostitua souvent à ses mignons. Aussi n'hésita-t-il pas dans le procès d'Emilius Lepidus à le faire condamner comme adultère, et comme complice de ce conspirateur. Non seulement il montra des lettres de leurs mains, que la fraude et d'infâmes moyens lui avaient procurées, mais 3 glaives, dont il disait qu'elle voulait le frapper, furent consacrés par lui à Mars Vengeur, avec une inscription attestant ce prétendu crime. Chapitre 25. Ses adultères. Pour ces mariages, il n'est pas aisé de décider s'il montra plus d'infamie en les contractant, en les rampant ou en s'y maintenant. Ayant assisté aux noces de Sépisson et de Livia Orestia, il ordonna de la conduire aussitôt chez lui, la répudia peu de jours après, et 2 ans plus tard, l'exila sous prétexte que, dans cet intervalle, on croyait qu'elle avait repris ses relations avec son premier mari. D'autres disent qu'étant assis au repas de noces, en face de Pisson, il lui dit « Ne serait pas ma femme de si près ?» Que, le repas fini, il l'emmena, et que, le lendemain, il publia par un édit qu'il s'était marié comme Romulus et comme Auguste. Ayant un jour entendu dire que l'aïeul de Lollia Paulina, épouse du consulaire C. Memmius, qui commandait les armées, avait été la plus belle femme de son temps. Il fit venir sur le champ Lolina de la province où commandait son mari. Se le fit livrer par lui, cela donna pour femme, et ne tarda pas à la renvoyer, en lui défendant d'avoir jamais de commerce avec un homme. Il aima, avec plus de constance et d'ardeur, Césonie, qui n'était ni belle ni jeune, et qui avait déjà eu 3 filles avec un autre, mais qui était un monstre de luxure et de lascivité. Il la montra souvent aux soldats, caracolant à ses côtés, revêtu de la chlamyde et armé d'un casque et d'un bouclier. À ses amis, il la vit voir nue. Quand elle fut mère, il voulut l'honorer du nom de sa femme, et, le même jour, il se déclara son mari et le père de la fille qu'elle avait mise au monde. Il appela cette fille Julia Drusilla, la porta dans les temples de toutes les déesses, et le plaça sur le sein de Minerve, en la lui recommandant comme nourrisson et comme élève. Le plus sûr indice à ses yeux qu'elle était de son sang, c'était sa cruauté, déjà si grande aussi, qu'elle tentait de déchirer avec ses ongles le visage et les yeux des enfants qui jouaient avec elle. Chapitre 26. Ses meurtres, son mépris pour tous les ordres de l'État. Après ces détails, on ne sera pas étonné de la manière dont il traita ses proches et ses amis. Ptolémée, par exemple, le fils du roi Juba et son propre cousin, puisque ce Protélémée était petit-fils d'Antoine par sa fille Sélénée, et surtout ce Macron, cet Ennia, qui l'avait élevé à l'Empire. Malgré les droits de la parenté, malgré le souvenir des bienfaits, ils périrent tous d'une mort sanglante. Il n'eut pas plus de respect ni de bonté pour les membres du Sénat. Il souffrit que plusieurs d'entre eux, honorés des premières dignités de l'État, courussent à pied et en toge, à côté de son char, l'espace de plusieurs milles, et que, pendant ses repas, il se tinsse debout derrière son lit ou à ses pieds, une serviette à la ceinture. Il en fit tuer quelques-uns secrètement. Il ne laissait pas de les mander au palais, comme s'ils eussent encore vécu. Au bout de quelque temps, il disait, mensongèrement, qu'ils avaient fini leur jour
volontairement. Il destitua des consuls qui avaient oublié de faire un édit sur l'anniversaire de sa naissance. Et l'État resta, pendant 3 jours, sans premier magistrat. Son questeur avait été nommé dans une conjuration. Il le fit bâtir des verges et lui ôta lui-même ses vêtements, qu'il étendit sous les pieds des soldats, pour qu'ils fussent, en le frappant, plus fermes sur leurs jambes. Il traita tous les ordres avec le même orgueil et le même cruauté. Importuné du bruit de la foule qui allait, dès le milieu de la nuit, occuper les places gratuites du cirque, il la fit chasser à coups de bâton. Plus de 20 chevaliers romains furent écrasés dans ce tumulte et autant de mères de famille sans compter beaucoup de menus peuples. Les jours de spectacle, il se plaisait à semer la discorde entre les plébéiens et les chevaliers, en faisant commencer les distributions avant l'heure accoutumée, afin que ceux-ci trouvassent leurs bancs, envahis par les gens de la plus basse condition. Pendant les jeux, il faisait retirer tout d'un coup par le soleil le plus ardent les toiles qui en garantissaient les spectateurs, et il défendait que personne sortit de l'amphithéâtre. Au lieu des combats ordinaires, il opposait parfois à des bêtes épuisées ce qu'il y avait de plus abject et de plus vieux parmi les combattants. Des gladiateurs de tréteaux, des pères de famille respectables, mais bien connus par quelques infirmités. Plus d'une fois, même s'il fit fermer les greniers publics et notifia au peuple l'état de famine. Chapitre 27 jusqu'au 35. Ses cruautés. Voici les principaux traits de sa barbarie. Comme les animaux coûtaient trop cher pour la nourriture des bêtes féroces destinées au spectacle, il les nourrit de la chair des criminels qu'on leur donnait à déchirer tout vivant. Et un jour qu'il visitait les prisons, il ordonna, se tenant au guichet et même sans consulter le registre où chaque peine était marquée, que tous les prisonniers indistinctement fussent devant lui conduits aux bêtes. Il contraignit un citoyen qui avait fait vœu de combattre dans l'arène pour la santé de l'empereur à remplir sa promesse. Il assista même au combat et ne le renvoya que vainqueur. Encore fallut-il l'en prier lentement. Un autre avait juré de mourir pour lui, s'il le fallait. Il le prit au mot, mais le voyant hésiter, il le fit couronner comme une victime de verveine et de bandelettes, et le livra ensuite à une troupe d'enfants qui avaient ordre de le poursuivre dans les rues en le rappelant son vœu, jusqu'à ce qu'il fût précipité du haut de la terrasse. Il condamna aux mines, aux travaux, des chemins ou aux bêtes, une foule de citoyens distingués, après les avoir marqués d'un fer chaud. Il les enfermait aussi dans des cages, où ils étaient obligés de se tenir dans la posture des quadrupèdes, ou bien les faisait scier par le milieu du corps. Et ce n'est pas toujours pour des causes graves, ceci n'avait pas été constant l'un de ces spectacles. Cela n'avait jamais juré par son génie. Il forçait les pères d'assister au supplice de leurs enfants. L'un d'eux s'étant excusé sur sa santé, Caligula lui envoyait sa litière. Un autre fut traîné, de ces affreux spectacles, à la table de l'empereur, qui l'excita, par toutes sortes de moyens, à rire et à plaisanter. Il fit battre devant lui, avec des chaînes pendant plusieurs jours de suite, celui qui avait le soin des jeux et des chasses dans le cirque. Il ordonna de le tuer lorsqu'il se sentit incommodé de l'auteur de sa serville. En putréfaction. L'auteur d'une Atlane fut brûlé par ses ordres, au milieu de l'amphithéâtre, pour un vers équivoque. Un chevalier romain, exposé aux bêtes, s'excria qu'il était innocent. Caligula le fit revenir, lui fit couper la langue et le renvoya au supplice. Chapitre 28. Il demanda un jour à un citoyen qui l'avait rappelé d'un long exil ce qu'il avait coutume d'y faire. Celui-ci répondit, pour le flatter, « Je me demandais tous les jours aux dieux qui m'ont exaucé que Tibère périt et que vous régnassiez. » Persuadé alors que ces exilés priaient aussi les dieux de le faire mourir, il envoya dans les îles où ils étaient détenus des soldats qui les tuèrent tous. Voulant faire massacrer par le peuple un sénateur,
il apposta des hommes pour l'appeler ennemi public. Au moment où il entrait dans le Sénat, ceux-ci devaient en même temps le percer de leur style et le donner ensuite à déchirer à la populace. Et il ne fut content qu'après avoir vu ses membres et ses entrailles traîner par les rues et apporter à ses pieds. Chapitre 39. L'atrocité de ses paroles rendait encore plus odieuse l'atrocité de ses actions. Il ne trouvait rien de plus louable et de plus beau dans son caractère que ce qu'il appelait en grec son insensibilité. Son aïeul, Antonia, ayant fait quelques remontrances, il ne contenta pas de n'y avoir aucun égard. « Souvenez-vous, lui dit-il, que tout m'est permis et contre tous. » Quand il donna l'ordre de tuer son cousin, qu'il soupçonnait de s'être prémuni contre le poison. « Quoi » s'écria-t-il. « Un antidote contre César ?» Lorsqu'il exila ses sœurs, il leur dit d'un ton menaçant qu'il n'avait pas seulement des îles, mais encore des glaives. Un ancien prêteur qui s'était retiré à Anticyre pour sa santé lui demanda une prolongation de congé. Il ordonna de le tuer, disant qu'une saignée lui était nécessaire, puisque l'élébore, si longtemps employé, ne lui servait de rien. Tous les 10 jours, il faisait la liste des prisonniers qu'il voulait qu'on exécutât. Il l'appelait cela « apurer ses comptes ». Ayant un jour porté sur le même liste des Gaulois et des Grecs, il dit, d'un air de triomphe, qu'il venait de subjuguer la Gallo-Grèce. Chapitre 30. Il faisait toujours frapper ses victimes à petits coups redoublés, et il n'en manquait jamais d'adresser au bourreau qui la connaissait bien cette recommandation. Frapper de manière à ce qu'il se sente mourir. Ayant envoyé un homme au supplice pour un autre par une méprise de nom, celui-ci, dit-il, l'a mérité aussi. Il avait sans cesse à la bouche ce mot d'une tragédie, qu'on me haïsse pourvu qu'on me craigne. Il injuria souvent tous les sénateurs à la fois, les appelant tantôt les créatures de ses gens, tantôt les délateurs de sa mère et de ses frères, et pourtant les pièces qu'il avait feint de jeter au feu. Il justifiait la cruauté de Tibère, tant d'accusations lui ayant fait, disait-il, une nécessité. Il ne cessait d'invectiver contre l'ordre entier des chevaliers, à cause de leur passion pour les jeux et les spectacles. Furieux de voir la foule favorisée au cirque, une faction à laquelle il était contraire, il s'écria « Plutôt ciel que le peuple romain n'eût qu'une tête ». Comme on réclamait pour l'arène un brigand nommé Tétrinus. Il dit que ceux qui le demandaient étaient eux-mêmes des Tétrinus. 5 héritières de ceux qui portaient tunique et ceux qui combattaient en troupe avaient été terrassés sans faire aucune résistance, par autant de poursuivants. L'on prononçait déjà leur arrêt de mort, lorsqu'un des vaincus, reprenant son tride, tua les vainqueurs. Caligula, dans un édit, déplora comme affreux ce massacre inattendu, et chargea d'imprescription ceux qui en avaient soutenu le spectacle. Chapitre 31. On l'entendit aussi, plus d'une fois, se plaindre de ce que son règne n'était marqué par aucune calamité publique, tandis que celui d'Auguste l'avait été par la défaite de Varius, et celui de Tibère par la chute de l'amphithéâtre de Fidène. Le sien, ajoutait-il, était menacé d'oubli par trop de bonheur, et il souhaitait souvent des défaites sanglantes, la famine, la peste, des incendies, des tremblements de terre. Chapitre 32. Sa férocité ne le quittait pas même au milieu de ses plaisirs, de ses jeux et de ses festins. Souvent on procédait à des enquêtes sérieuses, avec usage de la torture, pendant qu'il dînait ou qu'il faisait la débauche. Un soldat, habile à couper des têtes, exerçait devant lui son talent sur tous les prisonniers qu'on lui amenait. Lorsqu'il fit la dédicace de ce pont des Pouzoles dont nous avons parlé, il invita tous ceux qui étaient sur le rivage à venir le trouver, et tout à coup, il les fit jeter en bas. Quelques-uns s'accrochèrent au gouvernail. Il les fit enfoncer dans la mer à coups de crocs et d'avirons. À Rome, dans un repas public, un esclave, ayant détaché d'un lit une lame d'argent,
Il ordonna sur le champ au bourreau de lui couper les mains, de les lui pendre au cou et de le promener ainsi de table en table avec un écriteau indiquant la cause de son châtiment. Un jour qu'il escrimait contre un mirmillon, armé comme lui d'une simple baguette, celui-ci se laissa tomber volontairement, il le perça d'un poignard et courut çà et là, une palme à la main, comme les vainqueurs dans l'arène. Pendant un sacrifice, au moment où la victime allait être immolée, il se ceignit à la manière des sacrificateurs et, levant le maillet, il assomma celui qui présentait le couteau sacré. Au milieu d'un repas splendide, il se mit tout à coup à rire aux éclats. Les consuls, assis à côté de lui demandèrent d'un ton flatteur ce qu'il avait à rire. « C'est que je songe, répondit-il, que je puis, d'un signe, vous faire étrangler tous les deux. » Chapitre 33. Il se plaça un jour, par moquerie, près d'une statue de Jupiter, et demanda au tragédien appel lequel des deux lui paraissait le plus grand. Comme l'acteur hésitait à répondre, il le fit battre de verge et trouva qu'il avait la voix agréable et belle dans toutes les prières et jusque dans les gémissements. Toutes les fois qu'il baissait le cou de sa femme ou de sa maîtresse, il disait « Cette jolie tête tombera dès que je le voudrai ». Il répétait souvent qu'il ferait donner la question à sa chère Césonie afin de savoir qu'elle-même pourquoi il l'aimait tant. Chapitre 34. Sa méchanceté envieuse, sa cruauté, son orgueil s'attaquaient presque à tout le genre humain et à tous les siècles. Il abattit les statues des grands hommes qu'Auguste avait transportés du Capitole, où elles étaient à l'étroit, dans le vaste enceinte du champ de Mars. Et il en dispersa si bien les débris que, lorsqu'on voulut les relever, on ne put retrouver entières les inscriptions dont elles étaient ornées. Il défendit qu'à l'avenir on fît sans son ordre ou sa permission la statue ou le portrait d'aucun homme vivant. Il voulut aussi anéantir les poèmes d'Homère, et il demandait pourquoi il ne lui serait pas permis de faire ce qu'avait fait Platon, qu'il avait banni de sa République. Peu s'en fallut qu'il ne fît enlever de toutes les bibliothèques les ouvrages et les portraits de Virgile et de Tite-Live, disant que l'un n'avait aucun génie, aucun savoir, et que l'autre était un historien verbeux et inexact. Enfin, il se vanta souvent de rendre bientôt inutile et méprisable toute la science des jurisconsultes en proclamant, par Hercule, qu'il ferait en sorte qu'ils ne pussent donner aucune consultation de droit, car cela lui était réservé. Il interdit aux plus nobles romains les antiques distinctions de leur race. À Torquatus, le collier. À Cincinnatus, la chevelure bouclée. À Cn. Pompée, qui était de cette ancienne famille, le surnom de Grand. Il avait mandaté à Rome le roi Protélémée, dont j'ai parlé plus haut. Et il l'accueillit fort bien. Mais un jour qu'il donnait des jeux, il les fit tuer inopinément, pour le seul crime d'avoir, en entrant en spectacle, attiré sur lui tous les regards, grâce à l'éclat de son manteau de pourpre. Rencontrait-il un homme dont une riche chevelure rehaussait la beauté. Il lui faisait aussitôt raser la derrière de la tête. Un certain Aesius Proculus, fils d'un centurion primipilaire et remarquable par sa taille et par sa beauté, avait été surnommé l'amour colosse. Caligula, l'apercevant sur un des bancs de l'amphithéâtre, le fit sur le champ saisir et descendre dans l'arène, où il lui opposa d'abord un thrace, puis un gladiateur armé de toutes pièces. Proculus les vainquit tous deux, mais l'empereur ordonna immédiatement de le garrotter, de le couvrir de haillons, de le promener ainsi dans les rues en le montrant aux femmes et de l'égorger ensuite. Il n'y avait enfin condition si basse, fortune si médiocre qui pût mettre à l'abri sa haine jalouse. Le roi de Némie était depuis plusieurs années en possession du sacerdoce de Diane d'Aricie. Il lui suscita un concurrent plus robuste que lui. Arnécédère,
nommé Porcius, ayant affranchi en plein théâtre et après une brillante victoire, un de ses esclaves, le peuple le couvrit d'applaudissements. Caligula sortit alors si brusquement du spectacle que, marchant sur un pan de sa toge, il tomba du haut des degrés, et il s'écria, plein d'indignation, que le peuple roi honorait plus un gladiateur, plus un misérable motif, que la mémoire sacrée des Césars ou la présence même de l'empereur. Chapitre 36. Ses débauches. Il n'eut aucun souci de sa pudeur ni de celle d'autrui, et il passa pour avoir aimé d'un amour infâme Lébitus. Le pantomime Mnester et quelques otages. Valerius Cutulus, fils d'un consulaire, lui reprocha tout haut d'avoir abusé de sa jeunesse jusqu'à lui fatiguer les flancs. Sans parler de ses incestes avec ses sœurs, ni de sa passion bien connue pour la courtisane Pyralis, il ne respecta aucune femme de distinction. Le plus souvent, il les invitait à souper avec leurs maris, les faisait passer et repasser devant lui, les examinait avec l'intention minutieuse d'un marchand d'esclaves. Et si quelques-unes baissaient la tête par pudeur, il la leur relevait avec la main. Il emmenait ensuite dans une chambre voisine chacune de celles qui lui plaisaient le plus, puis, en rentrant dans la salle du festin avec les marques toutes récentes du plaisir, il louait ou critiquait tout haut ce qu'elle avait de bien ou de mal, et il disait jusqu'au nombre de ses exploits. Il en répudia quelques-unes au nom de leurs maris absents, et il les fit insérer ces divorces dans les actes publics. Chapitre 37. Ses profusions. Il surpassa, dans ses profusions, les extravagances des hommes les plus prodigues. Inventeur d'une nouvelle espèce de bain, de mets extraordinaires et de soupers monstrueux, il se levait dans des essences tantôt chaudes et tantôt froides. Il avalait des perles du plus grand prix, dissoutes dans la vinaigre. Il faisait servir à ses convives des pains et des mets d'or, disant qu'il fallait être économe ou César. Pendant plusieurs jours, il jeta au peuple, du haut de la basilique julienne, une somme énorme en petite monnaie. Il fit construire des vaisseaux liburniens, à 10 rangs de rames, et dont les voiles étaient de diverses couleurs, et la poupe garnie de pierres précieuses. On y voyait une grande quantité de bains, de galeries et de salles à manger, une grande variété de vignes et d'arbres fruitiers. C'était sur ces navires qu'il côtoyait la compagnie, mollement couchés en plein jour, et au milieu des danses et des symphonies. Dans la construction de ses palais et de ses villas, il ne tenait aucun compte des règles, et ne souhaitait rien tant que d'exécuter ce qu'on disait inexécutable. Il jetait des digues dans une mer profonde et orageuse. Il faisait fondre les rochers les plus durs. Il faisait élever des plantes à la hauteur des montagnes, et rasait les montagnes au milieu des plantes. Tout cela avec une incroyable célérité. La lenteur était punie de mort. Pour tout dire en un mot, il dissipa en moins d'1 an les immenses trésors de l'empereur Tibère, lequel montait à 2,7 milliards de sesterces. Chapitre 38. Ses exactions. Toutes ses ressources épuisées, il eut recours à la rapine, et se montra on ne peut plus inventif dans les moyens qu'il employa. Les fausses accusations, les ventes publiques et les impôts. Il prétendit que ceux dont les ancêtres avaient obtenu pour eux et leur postérité le droit de cité romaine en jouissant illégalement s'ils ne tenaient de leur père le mot descendant, ne devant pas, disait-il, s'étendre au-delà de la première génération. Et quand on lui opposait des diplômes émanés du divin Jules et du divin Auguste, il les annulait, comme de vieux titres sans valeur. Il poursuivit, pour fausses déclarations, ceux dont la fortune s'était augmentée de quelque manière et de si peu que ce fût, depuis qu'il en avait donné l'état. Il cassa, pour cause d'ingratitude, les testaments de tous les primipiles, qui, depuis le commencement du règne de Tibère, n'avaient rien à léguer ni à cet empereur, ni à lui. Il annulait aussi ceux des autres citoyens
quand quelques-uns déclaraient qu'ils avaient manifesté en mourant le désir d'avoir César pour héritier. L'alarme ainsi donnée, des inconnus l'appelèrent ouvertement à leur succession avec leurs amis, des pères avec leurs enfants. Alors il disait que c'était se moquer que de vivre encore après l'avoir fait hériter. Et il envoyait à beaucoup d'entre eux des gâteaux empoisonnés. Il instruisait des affaires de ce genre, après avoir déterminé la somme qu'il voulait remporter. Cette somme, une fois faite, il levait la séance. Toujours impatient de s'en aller, il condamna une fois, par une même sentence, plus de 40 citoyens accusés de différents crimes. Et réveillant Césonie, il se vanta de tout le travail qu'il avait accompli pendant qu'elle faisait sa méridienne. Chapitre 39. Ses vols dans les ventes publiques. Ayant annoncé une vente aux enchères, il fit exposer et vendre ce qui restait du matériel de tous les spectacles, fixait lui-même les prix et les fit monter si haut que quelques citoyens, forcés d'acheter certains objets à un prix énorme et se voyant ruinés, s'ouvrirent les veines. C'est une chose connue qu'ayant aperçu Aponius Saturninus qui sommeillait sur un des bancs. Il dit au crieur « Faites attention que voilà un ancien prêteur qui me fait signe de la tête qu'il enchérit toujours. » Et il ne cessa de pousser l'enchère jusqu'à ce qu'il eût fait adjuger à son insu 13 gladiateurs pour 9 millions de sesterces. Il vendit en Gaule les bijoux, les meubles, les esclaves et jusqu'aux affranchis de ses sœurs qui avaient été condamnés. Et il en retira des sommes immenses. Séduit par l'appât du gain, il se fit apporter de Rome tous les mobiliers de l'ancienne cour, et il mit en réquisition pour le transport de ces objets toutes les voitures de louage et de tous les chevaux de meunier. De sorte que le pain manqua souvent à Rome, et que la plupart des plaideurs, ne pouvant venir à l'assignation, encoururent, comme absents, la déchéance. Il n'y eut sorte de fraude et d'artifice qu'il n'employa dans la vente de ses meubles, reprochant à ceux-ci leur avarice, demandant à ceux-là s'ils n'avaient pas honte d'être plus riches que lui. Feignant parfois de se repentir de prodiguer ainsi à des particuliers ce qui avait appartenu à des princes. Il apprit qu'un riche habitant de cette province avait compté 200 000 sesterces aux huissiers de sa chambre pour être admis à sa table, sans y avoir officiellement invité. Il ne fut que fâché qu'on mit à si haut prix l'honneur de manger avec lui. Et le lendemain, voyant le même homme assis dans la salle des ventes, il lui adjugea pour 200 000 sesterces je ne sais quel guenille, en lui faisant dire qu'il souperait chez l'empereur sur sa propre invitation. Chapitre 40. Il lève de nouveaux impôts. Il fit percevoir des impôts nouveaux et jusqu'alors inconnus. D'abord par des fermiers publics, et ensuite le gain devenant immense, par des centurions et des tribuns de la garde prétorienne. Aucune personne, aucune chose qui ne fût frappée d'imposition. Il établit un droit fixe sur tous les comestibles qui se vendaient dans Rome. Il exigea des plaideurs et quelques lieux que leurs procès fussent jugés le 40e de la somme en litige. Et il en eut une peine contre ceux qui furent convaincus de s'être accommodés ou désistés de leurs prétentions. Les portefaix furent taxés au 8e de leurs gains journaliers, les prostituées au prix d'un de leurs actes. Et il fut ajouté à ce chapitre de la loi qu'un pareil droit serait exigé de celles qui avaient exercé le métier de courtisans et de ceux qui avaient servi d'entremetteurs. Le mariage même fut soumis à cette taxe. Chapitre 41. Il établit un mauvais lieu dans le palais, ses profits au jeu. Ces impôts avaient été proclamés, mais non affichés, et comme il se commettait, par ignorance, beaucoup de contraventions, Caligula se décida enfin, sur les instances du peuple, à afficher sa loi. Mais il la fit écrire si menue et exposée dans une rue si étroite qu'il fut impossible d'en prendre copie. Enfin, pour faire argent de tout, on établit de nombreuses cellules séparées les unes des autres et meublées selon la dignité du lieu.
Des femmes mariées et des hommes de naissance libre s'y tenaient assidûment. Et des nomenclateurs allaient dans les places publiques et autour des basiliques inviter au plaisir les jeunes gens et les vieillards. À leur entrée, on leur prêtait, à gros intérêt, une certaine somme, et l'on prenait ostensiblement leur nom, comme pour leur faire honorer d'augmenter les revenus de César. Ils ne dédaignaient même pas les profits du jeu, mais ses plus forts bénéfices étaient dus à la fraude et au parjure. Un jour, il chargea son voisin de jouer pour lui, et, allant se placer sur la porte de son palais, il fit aussitôt saisir 2 riches chevaliers qui, passés, confisqua leurs biens et rentra tout joyeux, se glorifiant de n'avoir jamais eu de meilleure chance au dé. Chapitre 42. Sa passion pour l'argent. Lorsqu'il eut une fille, il se plaignit d'être pauvre et de succomber à la fois sous les charges de l'empire et de la paternité. Aussi voulut-il que l'on contribuât pour élever et doter ces jeunes filles. Il annonça pour un édit qu'il accepterait des étrennes au commencement de l'année. Et, le jour des calendes de janvier, il se tint à l'entrée de son palais, y recevant lui-même l'argent qu'une foule de personnes de toutes conditions répandirent à pleine main et à pleine poche devant lui. Dans les derniers temps, la passion des richesses était devenue chez lui une frénésie. Il se promenait souvent, pieds nus, sur d'immenses monceaux d'or, étalés dans une vase sale, quelquefois même s'il ne roulait au milieu. Chapitre 43. Son expédition en Germanie. Quant aux travaux de la guerre, il ne s'y essaya qu'une seule fois, et encore sans l'avoir voulu. Étant allé voir la fleuve Clitum et le bois qui l'avoisine, il s'avança jusqu'à Mévanie. Là, on lui conseilla de compléter la garde batave dont il était alors entouré. Et il entreprit sur le champ l'expédition de Germanie. Il ne perdit pas un moment. Il fit venir de tous côtés des légions et des troupes auxiliaires. Il fit des levées avec la plus grande rigueur. Il ordonna en tout genre des approvisionnements tels qu'on n'avait jamais eu. Et il se mit en route. Il marchait parfois avec tant de hâte et de rapidité que les cohortes prétoriennes étaient obligées, pour le suivre, de charger leurs enseignes sur les bêtes de somme, contrairement à l'usage. Parfois avec tant de nonchalance et de mollesse, qu'il se faisait porter par 8 esclaves dans une litière et que les habitants des villes voisines avaient ordre de balayer les chemins et de les arroser pour abattre la poussière. Chapitre 44. Ses exploits. Arrivé au camp, il voulut se montrer chef rigide et sévère. Il renvoya ignominieusement ceux de ses lieutenants qui étaient arrivés trop tard avec les troupes auxiliaires qu'il devait amener. Quand il fit la revue de son armée, il cassa, sous prétexte qu'il était vieux et épuisé, la plupart des centurions primpillaires. Alors, dans la maturité de l'âge, et dont quelques-uns n'avaient plus que fort peu de jours à servir pour avoir fait leur temps. Pour les autres, il les accusa de cupidité, et il les entraînit à 6000 sesterces les avantages de la vétérance. Du reste, tous ces exploits se bornaient à recevoir la soumission d'Adiminus, fils de Sinobellinus, roi des Bretons, ce jeune homme, chassé par son père, étant venu chercher un refuge auprès de lui, avec une suite peu nombreuse. Alors, comme s'il eût subjugué la Bretagne tout entière, il écrivit à Rome une lettre pleine de hâbleries, et il enjoignit aux courriers de se rendre en char au forum et au Sénat, et de ne remettre ses dépêches au consul que dans le temple de Mars, en présence de tous les sénateurs. Chapitre 45. Ses supercheries pour faire croire à sa bravoure et à des victoires. Bientôt après, ne sachant qui combattre, il fit passer au-delà de Rhin quelques Germains de sa garde et leur ordonna de se tenir cachés. On devait ensuite venir lui annoncer, avec le plus grand trouble, après son dîner, que l'ennemi paraissait.
tout cela fut exécuté, il s'élance aussitôt dans la forêt voisine avec ses amis et une partie des cavaliers prétoriens. Il y fit couper des arbres, les orne comme des trophées, et revint dans son camp à la lueur des flambeaux, reprochant à ceux qui ne l'ont pas suivi leur poltronnerie et leur lâcheté. Ceux, au contraire, qui avaient eu part de sa victoire, recurent de sa main une nouvelle espèce de couronne, qu'il nomma exploratoire, et sur lesquels étaient représentés le soleil, la lune et les astres. Une autre fois, il fit enlever d'une école quelques jeunes otages, les fit partir secrètement, et, quittant tout d'un coup d'une nombreuse réunion de convives, il les poursuivit avec sa cavalerie comme des fugitifs, les reprit et les ramena chargés de chaînes. Dans cette farce encore, il fit preuve d'une extravagance sans mesure. Il reprit ensuite sa place au festin. Des soldats étant alors venus lui annoncer que la troupe était rassemblée, il les fit asseoir tout armés à sa table, et il exhorta, en citant un vers célèbre de Virgile, à vivre et à se conserver pour des temps plus heureux. De son camp, il reprocha aux sénateurs et au peuple, dans un édit fort sévère, de se complaire aux banquets sans fin, au cirque et aux charmantes retraites, pendant que César s'exposait tous les jours au hasard de la guerre. Chapitre 46. Ces immenses préparatifs de guerre pour ramasser des coquillages. Enfin, il s'avança vers les bords de l'océan, à la tête de l'armée, avec un grand appareil des balistes et de machines de guerre, comme s'il voulait achever la guerre. Personne ne connaissait ni ne soupçonnait son dessein. Tout d'un coup, il donna l'ordre à ses soldats de ramasser des coquillages et d'en remplir leurs casques et leurs vêtements. C'était, disait-il, des dépouilles de l'océan, et on les devait au Capitole et au palais des Césars. Comme témoignage de sa victoire, il fit élever à une hauteur prodigieuse une tour où l'on alluma pendant la nuit des fanaux comme sur le phare, pour diriger la marche des navires. Il promit aux soldats une gratification de 100 deniers par tête, et comme si c'eût été le comble de la libéralité, il leur dit « Allez-vous-en joyeux et riches ». Chapitre 47. Son triomphe. Désormais, occupé du soin de son triomphe, il choisit et réserva pour cette cérémonie, outre les prisonniers et les transfuges barbares, tous ceux des Gaulois qui s'étaient de la taille la plus haute et comme il disait en grec, les plus dignes d'un triomphe. Et avec eux quelques-uns de leurs chefs. Il les contraignit à laisser croître leur chevelure, à l'atteindre comme celle des Germains, et même à apprendre leur langue et à prendre des noms barbares. Il ordonna aussi de transporter à Rome, par voie de terre pour une grande partie, les galères à 300 sur lesquelles ils étaient entrés dans l'océan. Et il écrivit à ses intendants de lui préparer le triomphe le plus magnifique qu'on eût encore vu, mais le moins coûteux possible pour lui, attendu qu'il pouvait disposer des biens de tout le monde. Chapitre 48. Ses desseins contre les légions révoltées après la mort d'Auguste. Avant de quitter la province, il conçut un abominable dessein, celui de massacrer les légions qui s'étaient révoltées après la mort d'Auguste, et qu'il avait alors assiégé dans son enfance, lui et son propre père Germanicus, leur chef. On eut beaucoup de peine à le détourner d'un projet aussi odieux, mais rien ne put l'empêcher de vouloir décimer ses soldats. Il les fit donc assembler sans armes et même sans épée, sous prétexte de les haranguer, et il les fit entourer par sa cavalerie. Mais quand il vit que la plupart d'entre eux soupçonnaient son dessein, s'échappaient de tous côtés pour aller reprendre leurs armes et se préparer à la résistance. Il laissa là son discours et prit aussitôt le chemin de Rome, reportant toute sa fureur contre le Sénat, qu'il menaça ouvertement, afin de faire oublier les bruits déshonorants dont il était l'objet. Il se plaignit entre autres griefs qu'on lui eut pour décerner le triomphe régulier, tandis qu'il avait lui-même, peu de temps auparavant, défendu, sous peine de mort, que l'on parlât jamais de lui rendre
aucun honneur. Chapitre 49. Ces menaces contre le Sénat, il se contente de l'ovation, crime qu'il méditait. Lorsque les envoyés du Sénat vinrent au-devant de lui le prier de hâter son retour, « Je viendrai, oui, je viendrai, et celle-ci avec moi », répondit-il d'une voix terrible, en frappant à coups redoublés sur la garde de son épée. Il déclara aussi qu'il ne revenait que pour ceux qui le souhaitaient, pour les chevaliers et pour le peuple, mais que les sénateurs ne retrouvaient en lui ni un citoyen ni un prince. Il défendit, en outre, qu'aucun d'eux vint à sa rencontre, et, renonçant au triomphe ou l'ajournant, il entra dans Rome avec les seuls honneurs de l'ovation, le jour anniversaire de sa naissance. Il périt 4 mois après, méditant de plus grands forfaits que tous ceux qui avaient déjà commis. Il voulut d'abord se retirer à Antium, et ensuite à Alexandrie. Après avoir fait tuer les citoyens les plus distingués des 2 premiers ordres de l'État. On n'en saurait douter, puisque l'on trouva dans ses papiers 2 écrits intitulés « L'un le glaive, l'autre le poignard », et qui étaient la liste à noter de tous ceux qu'il destinait à la mort. On découvrit aussi dans son palais un grand coffre plein de poisons différents. Claude les fit jeter dans la mer, qui en fut, dit-on, infectée à ce point dans le flux vomi sur le rivage quantité de poissons morts. Chapitre 50. Son portrait, ses infirmités, ses insomnies. Il avait la taille haute, le teint pâle, le corps très gros, les jambes extrêmement maigres, ainsi que le cou. Les yeux enfoncés, les tempes creuses, le front large et menaçant. Fort peu de cheveux, le sommet de la tête entièrement chauve, et le reste du corps très velu. Aussi était-ce un criminel capital que de regarder d'en haut quand il passait, ou de prononcer sous quelque prétexte que ce fût le mot chèvre. Son visage était naturellement affreux et repoussant. Il s'appliquait à le rendre plus effrayant encore, en étudiant, devant un miroir, tous les moyens possibles de terreur et d'effroi. Il n'était sain ni de corps ni d'esprit. Affligé d'épilepsie dès ses premières années, il n'en apporta pas moins d'ardeur au travail dans son adolescence. Non toutefois sans éprouver des défaillances subites, qui lui ôtaient la faculté de se mouvoir et de se tenir debout, et dont il avait beaucoup de peine à revenir. Il connaissait sans dérèglement mental, et avait songé plus d'une fois à faire retraite et à se nettoyer le cerveau. On croit que sa femme Césonie lui avait donné pour breuvage un philtre amoureux, qui n'eut d'autre effet que de le rendre furieux. Il était surtout excité par l'insomnie, car il ne pouvait jamais dormir plus de 3 heures, et encore d'un sommeil inquiet, et troublé par des songes bizarres. Il rêva une fois que le fantôme de la mer lui parlait. Aussi, la plus grande partie de la nuit, las de veiller et d'être couché, il restait assis sur son lit ou se promenait dans de vastes galeries, attendant et invoquant le jour. Chapitre 51. Ses fanfaronnades et ses lâchetés. C'est sans doute à ces égarements d'esprit qu'il faut attribuer la réunion dans cet empereur de deux défauts bien opposés, une assurance excessive et une excessive lâcheté. Ce même homme, qui méprisait tant les dieux, fermait les yeux et s'enveloppait la tête au moindre éclair et au plus petit coup de tonnerre. Quand le bruit troublait, il courait se cacher sous son lit. Dans un voyage en Sicile, après s'être beaucoup moqué des miracles du pays, il ne laissa pas de s'enfuir tout tremblant de Messine, une nuit que l'Etna jetait de la fumée et faisait entendre un murmure. Il ne cessait de proférer contre les barbares les plus effroyables menaces. Et un jour qu'il se trouvait engagé, au-delà du Rhin, comme un défilé au milieu de ses troupes pressées autour de sa voiture, quelqu'un ayant dit que l'alarme ne serait pas médiocre si l'ennemi paraissait tout d'un coup,
Il monta aussitôt à cheval et courut vers les ponts. Les trouvant encombrés par les bagages et par les valets de l'armée, il prit, dans son impatience, le parti de se faire transporter à bras, par-dessus toutes les têtes. Peu de temps après, comme on parlait d'un soulèvement de la Germanie, il ne songea qu'à fuir, et il les fit équiper des vaisseaux, n'ayant plus, disait-il, pour consolation que l'espoir de conserver au moins les provinces d'outre-mer. Et si les vainqueurs s'emparaient des sommets des Alpes, comme les Cimbres ou de Rome, comme les Sénonais. C'est, je crois, ce qui donna plus tard à ces meurtriers l'idée de dire aux soldats qui commençaient à s'ameuter que Caligula s'était tué lui-même, terrifié à la nouvelle d'une bataille perdue. Chapitre 52. Sa manière de s'habiller. Ses vêtements, sa chaussure et en général sa mise n'étaient ni d'un Romain, ni d'un citoyen, ni d'un homme véritable, ni même d'un être humain. On le vit souvent en public avec des bracelets et un petit manteau garni de franges et couvert de broderies et de pierres précieuses. D'autres fois avec une robe de soie et une tunique ornée d'une riche bordure. Pour chaussures, il portait tantôt des sandales ou des cothurnes, tantôt la bottine des éclaireurs, tantôt enfin des brodequins de femmes. Le plus souvent, il se montrait avec une barbe d'or, tenant à la main un foudre, un trident ou un caducée, un signe des dieux. Quelquefois aussi, il s'habillait comme Vénus. Même avant son expédition en Germanie, il portait assidûment les ornements triomphaux. Il n'était pas rare de lui voir la cuirasse d'Alexandre le Grand, qu'il avait fait tirer du tombeau de ce prince. Chapitre 53. Son genre d'éloquence. Pour ce qui est des études libérales, il s'appliqua fort peu aux connaissances générales, et beaucoup à l'éloquence. Il avait la parole abondante et facile, surtout quand il pérorait contre quelqu'un. La colère lui fournissait amplement les idées et les mots. Sa prononciation et sa voix répondaient à sa passion. Il ne pouvait rester en place, et sa parole arrivait aux auditeurs les plus éloignés. Quand il devait parler en public, il disait, d'un ton menaçant, qu'il allait lancer les traits de ses veilles. Il avait d'ailleurs un tel mépris pour l'élégance et les ornements du style qu'il appelait les ouvrages de Sénèque, l'écrivain alors le plus en vogue, des pures amplifications d'école et du sable sans ciment. D'ordinaire, il répondait par écrit aux orateurs dont les discours avaient eu le plus de succès, quand on devait juger. Dans le Sénat d'illustres accusés, il méditait pour et contre eux des plaidoyers, et, selon la réussite de sa plume, il les accablait en récitant l'un ou les suivait en prononçant l'autre. Ces jours-là, il invitait, par un édit, l'ordre entier des chevaliers à venir l'entendre. Chapitre 54. Sa passion pour le chant, la danse, les courses de chars et les combats de gladiateurs. Il exerça d'autres talents fort différents et avec une ardeur incroyable. Tour à tour, gladiateur thrace, cocher, chanteur et danseur. Il escrima dans l'arène avec des armes de combat. Il conduisit des chars dans des cirques qu'on avait construits en divers lieux. Il était si passionné pour le chant et pour la danse qu'au spectacle même il ne pouvait s'empêcher de chanter devant tout le monde avec l'acteur tragique qui était en scène, et d'imiter tous les gestes de l'histrion, comme pour le louer ou le reprendre. Le jour où il fut tué, il ne paraît pas d'avoir eu d'autre motif en indiquant une veille générale, que le désir de débuter sur la scène avec plus d'assurance à la faveur de l'obscurité. C'était aussi le temps qu'il prenait pour danser. Il fit appeler une fois au palais, vers le milieu de la nuit, 3 consulaires, qui arrivèrent saisis de frayeur. Il les fit placer sur son théâtre, et, soudain, il s'y élança lui-même avec un grand fracas, au bruit des flûtes et de ses sandales sonores, avec la robe flottante et la tunique des acteurs. Puis il dansa un pas et se retira.
Toutefois, cet homme, qui avait appris tant de choses, ne savait pas nager. Chapitre 55. Ses préférences et ses antipathies dans les jeux de cirque. Dans les jeux du cirque. Ses folies pour le cheval incitatus. Son goût pour tous ceux qui lui avaient plu aller jusqu'à la folie. Il embrassait en plein spectacle le pantomime Mnester. Et si pendant cet histrion dansé, quelqu'un faisait le moindre bruit, il se faisait amener le perturbateur et le flageolet de sa main. Il envoya dire un jour, par un centurion, à un chevalier romain qui faisait du tapage, de partir sur le champ pour Ostie, et de porter de sa part des dépêches au roi Ptolémée en Maurétanie. Il y avait, pour toute instruction, dans cette lettre, ne faites ni du bien ni du mal à celui que je vous envoie. Il favorisa les gladiateurs appelés Thraces, jusqu'à en mettre quelques-uns à la tête de sa garde germaine. Et il réduisit l'armure des Myrmillons. Un de ces derniers, nommé Columbus, était sorti vainqueur d'un combat, mais légèrement blessé. Caligula introduisit dans sa plaie un poisson, que, depuis, il l'appela Columbien, en mémoire de ce fait. C'est du moins sous ce nom-là qu'on le trouva inscrit de sa main, parmi ses autres poisons. Il était si attaché à la faction des vers qu'il mangeait souvent avec eux dans leur écurie et qu'il y couchait. Il donna un jour au cocher Oticus comme présent de stable après une débauche 2 millions de sesterces. Il aimait tant un cheval nommé Incitatus, que, la veille des courses du cirque, il envoyait des soldats commander le silence dans tout le voisinage, afin que le repos de cette bête ne fût point troublé. Il lui fit faire une écurie de marbre, une auge d'ivoire, des couvertures de pourpre, des colliers ornés de pierres précieuses, et lui donna une maison complète, des esclaves, des meubles, enfin tout ce qu'il fallait pour que ceux qu'on y invitait en son nom à venir manger chez lui fussent traités magnifiquement. On dit même qu'il lui destinait le consulat. Chapitre 56. Conspiration formée contre lui. Ces extravagances et ces horreurs firent concevoir à un grand nombre de personnes le projet de le tuer. 2 conspirations furent découvertes, et, tandis que d'autres conjurés hésitaient, faute d'occasion, 2 Romains se communiquèrent leur dessein et l'exécutèrent. Favorisés sous main par les plus puissants de ces affranchis et par les préfets du prétoire, qui, déjà nommés, quoiqu'à tort, comme complices d'une conjuration, se savaient depuis ce temps-là suspects et haïs. En effet, Caligula leur avait d'abord fait en particulier de grands reproches, puis, tirant son épée, leur avait dit qu'ils étaient prêts à se donner la mort et leur paraissait le mériter, et s'il leur paraissait la mériter. Et, depuis ce temps-là, il n'avait cessé de les accuser les uns auprès des autres, et d'exciter entre eux la jalousie et les soupçons. On convint de l'attaquer à midi, à sa sortie du spectacle des Jeux palatins. Cassius Chaerea, tribun d'une cohorte prétorienne, réclama le premier rôle. Caligula insultait sans cesse à sa vieillesse, n'avait pour lui que des mots outrageants, ne le traitant que de lâche et d'efféminé. Si Chaerea venait lui demander le mot d'ordre, il lui répondait Priab, ou bien Vénus. Si Chaerea venait lui faire quelques remerciements, il lui présentait sa main à baiser, en lui remuant d'une façon obscène. Chapitre 57. Un présage de sa mort. Sa mort fut annoncée par plusieurs prodiges. À Olympie, la statue de Jupiter qu'il avait ordonné d'enlever et de transporter à Rome fit un tel éclat de rire lorsqu'on y mit la main que les machines tombèrent et que les ouvriers s'enfuirent à toutes jambes.
Il survint aussitôt un certain Cassius, qui déclara avoir reçu en songe l'ordre d'immoler un taureau à Jupiter. Le Capitole de Capoue fut frappé de la foudre le jour des Ides de Mars, ainsi que la chambre du concierge du palais impérial, à Rome, d'où l'on conjectura d'une part qu'un maître était menacé d'un grand danger par ses gardes, et de l'autre qu'on allait voir un meurtre éclatant, comme celui qui avait eu lieu naguère à pareil jour. L'astrologue Sylla, consulté par Caligula sur son horoscope, lui annonça, comme prochaine et inévitable, une mort violente. Les sorts d'Antium l'avertirent de se garder de Cassius, et, sur cet avis, il avait envoyé tuer Cassius Longinus, alors proconsul d'Asie, oublions que Chéréa s'appelait aussi Cassius. La veille de sa mort, il rêva qu'il était dans le ciel, à côté du trône de Jupiter, et que ce dieu, le poussant de l'orteil du pied droit, le lança sur la terre. On regarda aussi comme des prodiges plusieurs choses que le hasard produisit le même jour. Il fut arrosé pendant un sacrifice du sang d'un pénicoptère. Le pantomime Mnester dansa dans une tragédie que l'acteur Néoptolème avait jouée jadis. Lors des jeux où fut tué Philippe de Macédoine, dans le mime appelé l'Auréolus, où l'acteur principal vomit du sang lorsqu'il sort de dessous les ruines d'un édifice. Plusieurs de ceux qui jouaient les seconds rôles, voulant donner une preuve de leur talent, en vomirent aussi, et la scène s'en trouva inondée. Enfin, l'on avait préparé pour la nuit qu'il suivit sa mort un spectacle où des Égyptiens et des Éthiopiens devaient représenter des sujets tirés de l'histoire des enfers. Chapitre 58. Il est tué par Chéréa et d'autres conjurés. Le 9 des calendes de février, vers le 7e heure, comme il balançait, il se lèverait pour prendre son repas. Ayant l'estomac encore chargé de celui de la veille, ses amis l'y décidèrent, et il sortit. Il fallait passer sous une voûte où s'exerçaient alors des enfants qui appartenaient aux plus nobles familles de l'Asie, et qu'il y avait fait venir Sareta pour les considérer et les exhorter à bien faire. Et si leur chef ne lui eût pas dit qu'il mourrait de froid, il revenait sur ses pas pour lui faire commencer le spectacle. On ne s'accorde pas sur ce qui se passa ensuite. Les uns disent que, pendant qu'il parlait à ses enfants, Chéréa, placé derrière lui, l'avait violemment frappé au cou de dos avec son glaive, en s'écriant « Faites !» Et qu'aussitôt, le tribun Cornelius Sabinus, autre conjuré, lui avait traversé la poitrine de face. D'autres prétendent que Sabinus, après avoir fait écarter tout le monde par des centurions qui étaient du complot, avait, selon l'usage, demandé à Caligula le mot d'ordre, et que celui-ci l'ayant donné Jupiter. Chéréa s'était écrié « Sois exaucé », et lui avait brisé d'un coup la mâchoire au moment où l'empereur tournait la tête de son côté. Renversé par terre et se repliant sur lui-même, il cria qu'il vivait encore, mais les autres conjurés le percèrent de 30 coups de poignard. Leur mot de ralliement était « Redouble ». Il y en eut même qui lui renforcèrent le fer dans les parties honteuses. Au premier bruit, ses porteurs accoururent de ses secours, avec leurs bâtons, ainsi que les soldats de sa garde germaine. Et ils tuèrent plusieurs de ses meurtriers, et même quelques sénateurs bien innocents de ce meurtre. Chapitre 59. Ses funérailles, son exhumation, mort de Césonie et de sa fille. Caligula vécut 29 ans, et régna 3 années, 10 mois et 8 jours. Son cadavre fut porté secrètement dans les jardins de Lamia, brûlé à demi sur un bûcher fait à la hâte, puis enterré et recouvert d'un peu de gazon. Dans la suite, ses sœurs, revenues de l'exil, le firent exhumer, le brûlèrent et ensevelirent ses cendres.
On assure que, jusqu'à cette époque, les gardiens de ces jardins furent inquiétés par des fantômes, et que la maison où il périt fut troublée toutes les nuits par un bruit effroyable jusqu'à ce qu'un incendie l'eût consumé. Césonie, sa femme, périt en même temps que lui, frappée d'une épée par un centurion, et sa fille fut écrasée contre un mur. Chapitre 60. Incrédulité générale à la nouvelle de sa mort. Le Sénat songe à rétablir la liberté. Ce qui peut donner une idée de ces temps-là, c'est que l'on refusa d'abord de croire à la nouvelle de ce meurtre. On soupçonnait Caius d'en avoir semé le bruit, pour surprendre, à la faveur de ses artifices, les sentiments où l'on était à son égard. Les conjurés ne destinaient l'Empire à personne, et le Sénat voulait si unanimement rétablir la liberté, que les consuls ne le convoquèrent point d'abord dans la curie, parce qu'elle s'appelait Julia, mais au Capitole. Quelques-uns furent d'avis d'abolir la mémoire des Césars, et de détruire leur temple. On a remarqué que tous les Césars qui avaient porté le prénom de Caius avaient péri par le fer, à commencer par celui qui fut tué du temps de Cinna.